Je vous prends juste 30 secondes avant de commencer l'épisode pour vous dire que cette année, je suis partenaire de l'événement Génération AI qui a lieu à Paris du 9 au 11 décembre. Alors Génération AI, c'est un événement qui a réuni plus de 4000 personnes l'année dernière. Et cette année, à nouveau, on va avoir au programme des conférences, des démonstrations techniques autour de l'IA générative, des retours d'expérience sur des cas d'usage concrets et aussi des réflexions sur les limites et les impacts de toutes ces technologies. Bref, c'est un événement qui peut intéresser à la fois les techs, mais aussi les personnes qui sont juste curieuses de mieux comprendre ces technos et l'impact qu'elles peuvent avoir. J'ai quelques invitations, donc si vous voulez participer à l'événement, écrivez-moi et je vous partagerai ça. Sur ce, bon épisode. Donc, on pourra par exemple dire à l'IA, je sais pas, par exemple, analyse-moi les centaines de milliards de brevets qui ont été inventés depuis 2 siècles et de me trouver des patterns sur, je sais pas, sur les prochaines innovations en automobile. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Mehdi et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Aujourd'hui, le sujet de notre échange va tourner autour de la prospective et de savoir si on peut toujours faire de la prospective à l'heure de l'IA et comment l'IA transforme la façon ou la manière d'anticiper le futur. Et pour commencer, je veux bien que tu puisses te présenter, revenir sur ton parcours et toi, un petit peu quelles sont tes lunettes, on va dire, pour regarder le sujet à la fois de l'IA et de la prospective. Moi, j'ai suivi des études d'ingénieur à la base, ingénieur en télécommunications. Donc, j'ai été orienté vers des études d'ingénieur parce que j'étais plutôt bon en mathématiques. Donc, on m'a poussé assez tôt vers ces études. Donc, j'ai fait un parcours un peu classique, classe préparatoire. Après, je me suis orienté en école d'ingénieur. Le métier d'ingénieur, ça me passionnait pas vraiment quand j'ai fait un stage. Donc, je me suis orienté plutôt dans le service public. Et donc, j'ai fait un double diplôme en sciences politiques avec l'IEP de Rennes, donc en dernière année. Et ça, du coup, ça m'a amené, en fait, c'est un peu par hasard, j'ai postulé, en fait, à France Stratégie, qui est le service de prospective placé auprès du Premier ministre. Donc, j'ai postulé, vous voyez, enfin, vraiment, le poste m'intéressait vraiment, mais je connaissais pas la prospective et ça me disait rien. Et après, j'ai été pris pour le poste. Et après, du coup, je suis resté, donc j'ai intégré France Stratégie de 2013 jusqu'à 2016. Et c'est là, en gros, que j'ai découvert la prospective et les questions un peu d'anticipation, mais appliquées au digital. Et là, en fait, dès 2013, en fait, j'ai travaillé sur l'IA. Au départ, j'ai été pris pour travailler sur l'Internet des objets. Et très vite, j'ai basculé sur l'IA. En fait, dès 2014, je voyais des signaux faibles au niveau de la recherche, notamment. Il y avait beaucoup de signaux faibles autour de l'intelligence artificielle. Donc, dès 2014, en fait, j'alertais ma hiérarchie sur ce sujet. Et après, voilà, j'ai lancé un peu ce sujet-là au sein de mon stratégie. J'ai été le premier, en fait, à parler de ça. Donc, j'ai fait beaucoup d'alertes. Et puis, après, je suis parti assez content parce qu'ils avaient commencé. Après, en 2015, l'IA, ça a vraiment explosé avec Uber. Je sais pas si tu te rappelles l'histoire d'Uber. Donc, Uber, nous, on a vu qu'on était investi sur l'IA, on a réussi à inviter le directeur d'Uber France, vu qu'on avait anticipé ça assez tôt. Uber, du coup, ils sont venus échanger à France Stratégie. Et puis après, on a eu des missions sur l'IA assez vite, dès 2016. Et moi, j'ai quitté en 2016. Et après, 2016, j'ai changé totalement de voie. J'ai voulu quitter l'administration. Ça correspondait plus trop, en fait, à ce que je voulais faire et à mon évolution personnelle. Et du coup, après, j'ai passé les concours d'enseignement, j'ai passé l'agrégation de mathématiques. Et de 2018, du coup, jusqu'à 2021, je suis devenu enseignant. Ensuite, je suis parti à l'étranger 3 ans en Tunisie. Et puis là-bas, là, c'était en plein Covid. Donc, j'ai commencé une activité vraiment de consultant-chercheur indépendant en prospective. Et donc là, le but, je m'intéressais beaucoup à l'application, en fait, de la prospective post-révolution en Tunisie. Donc, j'ai travaillé ça pendant 2 ans. Et puis, en parallèle, je faisais aussi un peu d'enseignement. Et là, en fait, en travaillant sur ma recherche, j'ai commencé à m'intéresser vraiment sur la nature intrinsèque, en fait, de la prospective et comment le lier aux nouvelles technologies. Et c'est là, du coup, que j'ai conçu des modèles qui utilisent à la fois l'IA, les mathématiques avancées, et puis une partie prospective que je modélise.
Et là, bah, du coup, depuis 1 an, je suis revenu en France. J'essaie justement de proposer, ces modèles-là, de les proposer pour, anticiper les risques. J'aime bien commencer les épisodes par, poser des définitions et donc quand on parle de prospective, j'ai lu une définition dans un livre que je trouvais intéressante et j'aimerais bien que tu Mmh. puisses rebondir dessus. Donc Jérôme Klech, qui est un prospectiviste qui Oui. travaille, au ministère des Armées et il a écrit un livre qui s'appelle La prospective stratégique et dedans, il définit la prospective de la manière suivante. Pour lui, c'est l'art de se préparer à l'avenir et pour ce faire, de s'en forger une vision. Il dit, en continuant, il ne s'agit pas de la prévoir, mais d'inventer en construisant des récits racontables. Le travail de ces récits réalise sur les consciences de la société choisie pour cible, opère un renouvellement culturel au sens large, qui façonne l'état d'esprit de la société en question. Donc, fermez les guillemets. Enfin, quand j'ai dit ça, moi, je me dis, mais en fait, la prospective, c'est une sorte de technique cognitive qui vise à façonner un petit peu ce qu'on se raconte sur le futur pour Mmh. transformer le présent. J'aimerais bien avoir ton regard de, enfin, tu disais prospectiviste, enseignant, mathématicien, sur cette Oui. définition. Et est-ce que toi, tu as une définition peut-être différente aussi de la prospective? En fait, la prospective, telle que ça a été défini au départ, enfin, ça vient de Gaston Berger qui, justement disait que l'objectif justement de la prospective, c'est de décrire les différents futurs possibles. Donc moi, je trouve la définition, elle correspond à la pratique de la prospective concrète. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on fait de la prospective, on esquisse différents futurs possibles. Mais pour moi, en fait, enfin, ça cache différentes réalités. C'est-à-dire que dans la formalisation des scénarios, maintenant, on a des méthodes, en fait, qui nous obligent à distinguer, en fait, différents niveaux d'analyse. Et justement, par rapport à la définition de Jérôme Klech, en fait, c'est une définition qui est assez, performative parce qu'en fait, en prospective, on distingue généralement deux axes. Il y a un axe performatif où on dit: Voilà le présent, voilà l'état actuel du présent et des tendances passées et voilà, du coup, les évolutions possibles et les scénarios que je peux obtenir». Donc ça, c'est une vision en fait performative. Il y a une autre vision qui se développe, beaucoup ces dernières années, c'est une vision normative, où on dit: «Voilà les futurs souhaitables et du coup, voilà ce que je devrais faire, voilà ce qu'on devrait essayer de faire pour atteindre ces futurs souhaitables». Donc par exemple, la littératie des futurs, c'est typiquement ce type de méthode. Et en France, c'est vrai qu'en France, on reste sur l'aspect temporel linéaire, c'est-à-dire, passé, présent, futur. En fait, on a aussi des techniques qui partent du futur et avec un objectif de se replonger dans le présent pour identifier des actions. Donc c'est ultra pragmatique et après il y a des approches, en fait, qui combinent les 2 aussi. Donc qui font une partie formalisation des champs des possibles, donc pour avoir une vision, en fait, des futurs possibles et dans les futurs possibles, on regarde ce qui est souhaitable et puis on revient dans le présent. Donc ça, c'est le backlash. Donc au niveau de la définition, oui, de Jérôme Klech, bah, sur la partie, enfin, sur la notion, oui, de se préparer à l'avenir, ça c'est exact. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de se préparer. Je me focaliserai pas vraiment sur l'aspect narratif de la prospective parce que quand il dit qu'il ne s'agit pas de le prévoir, mais de l'inventer en construisant des récits racontables. Là, en fait, on réduit la prospective à ce qui est racontable, mais est-ce que les futurs qui sont pas racontables sont des futurs possibles qu'on devrait décrire? Et moi, je pense, en fait, qu'actuellement, c'est des futurs inracontables, je dirais, qui peuvent être des futurs possibles. Donc, je pense, en fait, faut dépasser, ce qui est de l'ordre du racontable ou de ce qui est perceptible, en gros, par notre capacité d'imagination et de se baser vraiment sur les angles morts, en fait, sur les angles morts. Et là, ça ramène à un champ qui est en train de se développer, peut-être on en parlera, mais tout ce qui est théorie de la complexité, dynamique des systèmes. Donc d'identifier vraiment des champs invisibles, en fait, dans la formulation des scénarios. Tu as commencé à en parler en disant qu'il y avait, une méthode alors, performative et une méthode plutôt normative. Est-ce que tu peux Oui. juste repositionner un peu peut-être les grandes familles de méthodes ou de modèles qui existent pour faire de la prospective? Et comme c'est aussi le sujet, du podcast de parler, des outils d'IA, voir comment, les outils d'IA, alors j'ai Horizon Scanning par exemple, ou l'analyse de données narratives s'insèrent, transforment, modifient les modèles, qu'on a l'habitude d'utiliser. Tu parlais de la prospective, qui venait de Gaston Berger par exemple. Voilà. Donc je veux bien juste
comprendre un petit peu l'état des lieux des modèles qui Oui. existent et comment l'IA et pas que l'IA d'ailleurs, tu parlais de la théorie de la complexité, transforme un petit peu ces façons de faire de la prospective. Bah, en fait, dans la prospective, au niveau des connaissances que j'ai, hein, ça veut dire, il est possible que mes connaissances soient partielles, mais par rapport aux connaissances que j'ai, il y a 2 niveaux de méthodes. Enfin, vous avez les méthodes, dites, qualitatives. Les méthodes qualitatives, bah, c'est les méthodes qu'on utilise en sociologie ou donc ça va être des méthodes, vous voyez, d'identification de facteurs, de questionnaires, d'interviews d'experts et de confrontation de points de vue. Donc ça intègre les méthodes, par exemple, Delphi, les méthodes de co-construction, ce genre de choses. Donc là, c'est plus du qualitatif où on va intégrer des points de vue dans les niveaux d'analyse qu'on va obtenir. On va identifier, du coup, des facteurs, des relations entre facteurs. Du coup, on va construire à partir de cette base, on va objectiver, en fait, des scénarios. Donc ça, c'est les méthodes qualitatives. Après, vous avez les méthodes quantitatives. Donc, les méthodes quantitatives, là, c'est basé vraiment sur des données et sur l'analyse des données. Donc, là, en fait, on va prendre vraiment des données réelles sur le système qu'on étudie. Et après, bah, le but, c'est de voir ces données-là, qu'est-ce qu'elles donnent au niveau des tendances et, et quel potentiel d'évolution elles peuvent avoir. Donc là, on est plutôt dans de l'analyse mathématique, statistique. Donc ça, pour moi, c'est les deux grands champs de la prospective. Et en fait, bah, l'IA, comment ça s'insère? Bah, ça s'insère dans les étapes qu'on peut automatiser. On peut automatiser, par exemple, la génération d'experts. On peut créer des IA expertes. On leur dit, voilà, toi, tu vas jouer le rôle de tel expert. On peut lui injecter, vous voyez, par exemple, je sais pas, on peut créer des experts en une IA qui va jouer le rôle, je sais pas, d'Emmanuel Todd. On lui injecte les ouvrages, les articles. Enfin, on va lui injecter toutes sortes de données indexées, vous voyez, sur la référence Emmanuel Todd. Et du coup, on va lui demander, voilà, en tant qu'IA Emmanuel Todd, bah, est-ce que tu peux nous dire et puis on va lui envoyer un questionnaire comme on le ferait en fait à un expert classique en méthode Delphi. Donc on peut en fait utiliser l'IA pour simuler des tâches qu'on fait classiquement à la main, au niveau de la prospective. Mais il y a une marge d'erreur, mais on peut en tout cas simuler, différentes tâches, oui. Après sur l'horizon scanning, ça oui, l'IA c'est très utile puisque ça permet d'intégrer des masses de données et du coup, bah, la puissance de l'IA justement, c'est la capacité aussi à trouver des corrélations statistiques très rapidement et à partir d'une masse de données. Et nous, ce qui nous prendrait, vous voyez, des heures ou des jours, bah, l'IA, elle fait ça en quelques secondes. Donc ça, c'est assez disruptif, ça, oui. Après, là, votre question, c'était aussi sur l'analyse des données narratives. Donc oui, ça aussi, enfin, c'est plus les LLM, ils peuvent, ils peuvent raconter de l'histoire, mais ça, enfin, les marges d'erreur sont assez importantes de ce que je vois. Mais je sais qu'il y a des outils qui commencent développer un peu des IA narratives, où on injecte en gros des tendances et puis on lui demande du coup de créer des scénarios un peu crédibles. Mais pour moi, ça reste peu fiable en tout cas, de ce que je vois. Et juste une question complémentaire, tu parlais de l'approche systémique ou de la théorie de la complexité qui sont un petit peu, j'ai l'impression, différentes de ce que tu évoquais, sur ces, 2 grands pans de la prospective. Qu'est-ce que ça amène de différent dans la réflexion, dans la façon de travailler, de penser la prospective, ces approches-là? Bah, en fait, l'approche systémique, elle est déjà utilisée en prospective, hein. On a, par exemple, la méthode morphologique, elle est basée sur une approche systémique où on essaie de lister tous les facteurs qui peuvent influencer le système. Mais la dynamique des systèmes, ce qui change, c'est d'introduire en fait les relations dans le système et d'introduire une dynamique dans les relations. C'est-à-dire de dire, A implique B, B implique C et du coup, toutes ces relations-là, ça va créer un système qui se met en dynamique et après on peut simuler justement des dynamiques et obtenir après des scénarios. Donc c'est ça qui est puissant, c'est qu'après, il y a une partie des mathématiques qui s'appelle la théorie des graphes, où on peut justement modéliser des systèmes, enfin des relations en système à travers des graphes relationnels. Des graphes, en fait, c'est des points. En fait, c'est des points qu'on relie avec des segments. Et les points, ça représente les objets du système. Et puis les segments, en fait, les relations. Et en fait, nos graphes, ils évoluent en fonction des relations. Et en fait, du coup, on peut simuler des dynamiques graphiques. Et il y a un champ des mathématiques, par exemple, qui s'appelle
les graphes aléatoires qui permettent de simuler des graphiques, enfin des graphes plutôt, des graphes des graphes probabilistes, donc avec une incertitude au niveau des nœuds. Donc oui, ça permet justement de modéliser en fait, des relations entre paramètres de système et ça nous donne après, à travers des simulations, ça nous donne une évolution du système dans le temps. Est-ce qu'avec l'émergence, enfin, l'utilisation de l'IA dans la prospective, et tu disais tout à l'heure, on utilise l'IA pour automatiser certaines tâches dans les méthodos de Mmh. prospective. Est-ce que ça transforme juste les outils, la façon de faire, ça va plus vite, on va traiter plus de données? Ou est-ce que ça transforme la façon même de faire de la prospective? Et la question, complémentaire à ça, c'est parce que souvent on nous vend l'IA comme la capacité à ingérer toutes ces données et puis donc à trouver des corrélations, des choses que l'humain n'aurait pas vues et d'une certaine façon à réduire l'incertitude. Est-ce que, bah, l'IA nous aide vraiment à faire ça, à réduire l'incertitude? Ou on peut juste voir des choses qu'on voyait pas, mais fondamentalement ça change pas la capacité à réduire l'incertitude? Alors ça, c'est une question vraiment, enfin, complexe. Pour la première partie de la question, enfin, il y a un champ de recherche sur, l'ontologie de la prospective, c'est-à-dire, en quoi la prospective existe intrinsèquement. Donc, il y a les travaux notamment de Riel Miller et puis de Roberto Poli, qui étudiaient justement nature intrinsèque d'anticipation. Anticipation au sens large, c'est-à-dire, qui dépasse même la prospective. Pour les chercheurs, en fait, la prospective, c'est un bloc, enfin, c'est un élément de l'anticipation au sens large. L'anticipation, en fait, c'est un domaine plus vaste. Ça inclut même la prévision, ça inclut le futurisme, enfin, ça inclut des domaines plus larges que ce qu'on appelle la prospective en France. Et la prospective, c'est le mot, on va dire, connu pour tout ce qui concerne, en fait, l'étude des scénarios futurs, enfin, des futurs possibles. Et en fait, bah, ce que montrent les travaux, en fait, c'est que les capacités d'anticipation, enfin, elles sont, intrinsèques, en fait, au système anticipatoire, hein. Le système anticipatoire, c'est tous les objets qui font partie du monde, tous les objets humains, enfin, tous les objets vivants, pardon. Et en fait, c'est intrinsèque à notre fonctionnement biologique. Et ça, en fait, ça a été, enfin, le concept de système anticipatoire, hein, ça a été, donc Roberto Poli, il a beaucoup étudié ça dans dans ses recherches au niveau de l'ontologie et de l'anticipation. Et ça remonte à Rosen, en fait. Et Rosen, il a étudié l'aspect biologique des systèmes anticipatoires et il a été le premier à faire le lien avec les mathématiques. Donc c'est ce qui fait justement que je m'intéresse justement au lien ontologique, en fait, entre l'anticipation et les mathématiques. L'IA, ça va être utilisé, en fait, pour remplacer des tâches, mais en fait, vu que l'IA se substitue à des tâches existantes, elle ne modifie pas intrinsèquement la nature de ces tâches. Elle les reproduit, mais d'une façon optimisée. Donc il y a pas de changement intrinsèque au niveau des tâches. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura des niveaux, en combinant l'IA avec d'autres méthodes de modélisation, on pourrait créer de nouvelles tâches prospectives. Donc moi, je pense qu'on pourrait atteindre, en fait, une nouvelle, prospective si on arrive notamment à déceler les angles morts lorsqu'on formalise des scénarios. Parce que ça, pour moi, c'est un champ de recherche vraiment, ça va être le prochain gros champ de recherche en prospective. C'est justement comment modéliser des scénarios qui intègrent les possibilités de rupture que les analystes classiques, en fait, n'arrivent pas enfin, arrivent très peu à identifier. Parce les ruptures qu'on va identifier, si on va les identifier à partir de notre connaissance du présent, mais pas à partir de l'évolution que peut prendre le scénario, mais qui est totalement inconnu, en fait. Et en fait, en faisant des modélisations très complexes, justement, de dynamique de système, combinées à des aspects, plus géométriques, on peut identifier des lignes de rupture, on peut voir, on peut faire apparaître des lignes de rupture. L'IA peut nous permettre, en fait, d'aller beaucoup plus loin en termes de prospective. Et par rapport à ça, juste pour bien comprendre, enfin, ce que tu mets derrière cette conviction, est-ce que tu auras un exemple un peu concret sur ce que ça pourrait vouloir dire quand on fait de la prospective? Cette Mmh. capacité à mieux modéliser, les ruptures, Mmh. l'imprévisible, En fait, quand on fait de la prospective classique, on identifie 3-4 scénarios. Enfin, il y a un scénario souhaitable, un scénario tendanciel et puis un scénario pessimiste. Et puis des fois, on rajoute un autre scénario préférentiel ou enfin, pour faire différents degrés de scénarios souhaitables. Et en fait, avec la modélisation, on peut faire une infinité de scénarios. Parce qu'en fait,
toutes les possibilités, l'IA, elle peut les lister. Elle peut en fait lister toutes les possibilités, même s'il y en a 1 million, elle peut les mettre dans un tableau et nous les mettre. Et moi, en fait, ce que je regarde, c'est comment ces infinités de scénarios, on peut les modéliser dans un même espace. Et en fait, en modélisant dans cet espace tous ces scénarios, en fait, on peut demander au modèle comment il obtient chaque scénario. Et après, on peut lui dire d'évaluer les différences entre les scénarios. Et même, on peut aller plus précisément, on peut lui dire, est-ce que dans ces différences, il y a des ruptures? Et du coup, il peut nous afficher quand il modélise tous les scénarios, il peut nous dire lesquels ont des ruptures, vu qu'il a fait la différence dans les scénarios, et lesquels n'ont pas de rupture. Et en fait, vu qu'il modélise ça à travers des graphes, les graphes, c'est des objets géométriques, parce que c'est des segments et des points. Ça, en mathématiques, les segments, les points, les droites, les triangles, tout ça, c'est des objets géométriques. Et en fait, notre scénario, on le représente à travers cet objet géométrique. Et du coup, en faisant évoluer des scénarios, notre objet géométrique, il évolue. Et du coup, on peut demander au modèle, cet objet géométrique, dès qu'il voit une rupture, où est-ce que dans l'objet géométrique, il retrouve la rupture. Et c'est pour ça qu'en fait, par étape, on peut vraiment identifier les et en fait, ça, c'est pas en comparant à grande échelle les scénarios, une infinité de scénarios, et après en lui disant que les différences, ça peut être enfin, c'est des possibilités de rupture, et après il peut les afficher au niveau en fait de la géométrie. C'est un raisonnement purement mathématique, mais qui est lié à une logique en fait, une logique de formalisation de prospective. Sur les risques, enfin, faut revenir sur Frank Knight, voilà. Parce que Frank Knight, en fait, il donne 2 types de risques. Enfin, Frank Knight, c'est un chercheur, de mémoire, c'est qui a formalisé pour la première fois le risque, l'incertitude et le profit. Et en fait, il distingue 2 types de risques. Enfin, il y a un risque pour lui qui est assurable. Ça veut dire, en fait, les risques dont l'occurrence, en fait, va être probabilisable. Et c'est-à-dire, ça va être le risque qu'on peut assurer, vu qu'on arrive à lui associer une probabilité. Et après, il différencie, en fait, le risque qu'il appelle le risque d'entreprise. Donc, c'est l'incertitude pure, en fait. Et, et c'est, et en fait, c'est le risque qui peut pas être associé à une probabilité. Et donc, c'est où la possibilité d'une erreur est importante. Et donc, bah, justement, pour voir au niveau de l'IA comment elle joue sur l'incertitude, pour moi, en fait, il faut distinguer l'incertitude, faut distinguer le risque associé à une incertitude probabilisable et le risque associé à une incertitude radicale. Parce que, en fait, ce qui va nous intéresser dans l'IA, ça va être l'incertitude radicale, hein. C'est-à-dire ce qui est totalement imprévisible et, et ce qui n'est pas mesurable, en fait. Et en fait, bah, moi, ce que je pense, c'est que l'IA, en fait, elle excelle sur le risque classique, c'est-à-dire ce qui est probabilisable, mais par contre, elle échoue vraiment sur l'incertitude radicale. Donc, bah, par exemple, sur les jeux de Go, vu que c'est des possibilités assez bornées, le risque, il est probabilisable. L'espace des possibles, c'est un espace fini. Mais c'est comme les jeux d'échecs, en fait. Le Go, le champ des possibles, c'est un espace fini. Donc, on peut calculer, même si c'est un nombre très grand, on peut calculer le nombre de combinaisons et les règles sont fixes aussi. Il n'y a pas des règles aléatoires. Là, les règles sont fixes. L'espace d'état, il est fini. Donc ça, c'est purement prédictible et du coup, on peut associer un risque. Par contre, tout ce qui est, par exemple, le Covid, ça, c'est totalement imprévisible. C'est-à-dire ça, on n'aurait jamais pu donner une probabilité. C'est ça qui est une confusion importante, c'est que par exemple, quand on parlait du Covid, on disait oui, il y avait beaucoup d'études qui ont anticipé le Covid, qui ont dit oui, il y aurait des épidémies. Mais ils n'ont jamais situé ça en termes de probabilité ou en termes de temporalité. On n'a jamais dit oui, d'ici 5 ans, il y a un risque de Covid. Il y avait un risque d'épidémie, mais on n'a pas situé ce risque. Donc en fait, on était dans le cadre d'une incertitude totale. Et parce qu'on n'arrivait pas à évaluer la probabilité d'une épidémie. Et c'est ce qui fait justement que le Covid, on a été pris par surprise. Donc il y a ces 2 incertitudes et pour moi, l'IA, elle peut pas du tout gérer ce qui n'est associé à aucun risque. Parce que ce qui est associé à aucun risque, par définition, ne peut être rapporté à aucun fait qui a déjà été analysé.
Parce qu'en fait, l'IA, dans son fonctionnement, elle se base sur des entrées sur des entrées qui représentent un passé ou un présent déjà analysé. Donc, par définition, une incertitude radicale, il y a pas de fait qui peut être accroché mais par contre, il y a des techniques de modélisation où on peut utiliser l'IA pour rendre un peu déterministe, probabilisable, des risques même très incertains. Donc par exemple, enfin il y a par exemple au niveau du Covid, on peut repérer par exemple les épidémies dans le temps et voir dans quel contexte ils sont apparus par exemple. Par exemple, il y a eu des épidémies, enfin au XIVe siècle de mémoire, il y a eu une épidémie de la peste. Bah, on peut étudier dans quelles conditions elles sont apparues, mais de manière très fine. Et après, voir quand est-ce que ces conditions réapparaissent. Et du coup, évaluer une probabilité que ces conditions-là soient remplies. C'est un champ, ça, scientifique qui s'appelle l'histoire quantitative, quantitative history. Et ça vise justement à identifier des patterns sur des événements importants. Donc, c'est un champ de recherche qui permet justement d'identifier des patterns dans des événements et de voir si ces patterns sont vérifiés dans l'histoire. Et l'IA peut permettre ça, je dirais, peut permettre de retrouver ces patterns-là dans l'histoire. On peut pas mesurer, directement la probabilité de la survenance de l'épidémie. Par contre, on est capable d'identifier à quel moment des conditions dans lesquelles les épidémies sont survenues sont remplies ou pas et donc de dire, bah, comme les conditions sont remplies, on pense que potentiellement il peut y avoir une épidémie, quoi. Oui, c'est ça. Après, si c'est déterministe, c'est-à-dire, là, on présuppose que l'épidémie apparaît, selon certaines conditions Ouais. fixes et c'est ça qui est dur, c'est que, bah, par exemple, il y a beaucoup de recherche au niveau, des pays développés, au niveau de l'effondrement des pays développés. Est-ce qu'il n'y a pas des paramètres fixes? C'est les travaux, par exemple, de Peter Turchin, enfin, il y a aussi des recherches au niveau de l'Empire chinois. Parce qu'au départ, l'Empire chinois, c'était des États disloqués en conflit et puis il y a eu plusieurs réunifications de la Chine et bah, il y a des travaux justement qui amènent à analyser comment des États se réunifient et se disloquent et de voir s'il n'y a pas des conditions pour que des États se réunifient. J'ai une question, qui me Oui, oui, qui me vient en t'écoutant. On en a parlé un tout petit peu, avant de commencer à enregistrer sur Nassim Nicolas Taleb. Moi, c'est un auteur que j'aime oui, oui, bien et il a dans son livre, je crois que c'est dans Antifragile, où justement alors peut-être différemment et puis tu me diras si j'ai mal compris, mais il aborde un peu ce que tu dis sur le fait qu'en fait, il y a des risques qui sont ou de l'incertitude, je sais pas quel est le bon terme, mais qu'on peut pas modéliser, qu'on peut pas sur oui, lequel on peut pas mettre un chiffre et lui, il dit: «Bah, comme on peut pas mettre de probabilité dessus, ça sert à rien de s'énerver à vouloir le faire. Par contre, on est capable de quantifier, alors la fragilité ou à la si ce risque survient, on est capable de dire si on est plus ou moins exposé, fragile, et donc de se dire, bah, c'est plus intéressant de se concentrer sur ça qu'on peut mesurer oui, versus la probabilité du risque, on est incapable de» et donc ça amène à avoir une autre approche et une approche un peu moins massive peut-être et il parle d'heuristique. Voilà, c'est le terme que je de cherchais, mais donc d'heuristique, de ah, raisonnement de pour approcher et en fait, le parallèle que je faisais par rapport à ce que tu disais et pour revenir à l'IA, c'est que l'IA, on va modéliser, enfin, c'est des choses très compliquées ou peut-être complexes avec de plus en plus de données, pour autant, face à une incertitude où on se dit: «De toute façon, on n'est pas capable de prévoir et de mettre un chiffre sur l'incertitude». Est-ce que ces approches un peu plus «simples» entre guillemets, peut-être un peu plus robustes, sont pas aussi intéressantes pour dans une logique d'anticipation et de préparation au risque, en fait? pour moi, en fait, c'est un peu le débat toujours. Est-ce que le qualitatif, voilà, est un gain de temps? Je sais pas si on peut répondre de manière formelle. Est-ce que oui ou non? C'est que moi, je pense que ça va dépendre des cas. On peut faire du qualitatif en intégrant des experts et en les faisant échanger d'une façon à faire émerger des risques qu'on ne pourrait pas percevoir seul. Ça, c'est des possibilités qui existent au niveau qualitatif. Après, est-ce que c'est plus simple? Tout dépend ce qu'on appelle simple. Si les maths, c'est plus compliqué pour la personne, oui, c'est pour ça que j'ai du mal à me mettre au niveau de la question, parce que pour moi, c'est plus le raisonnement mathématique qui est plus simple. Mais je pense que, enfin, la simplicité de la méthode, elle va dépendre vraiment, bah, de la maîtrise du praticien qui va l'appliquer et du sujet. Parce que nous, on est habitué au LLM. Enfin, maintenant, l'IA, c'est réduit avec le LLM, mais l'IA, dès le machine learning, on peut faire de la détection de signaux faibles assez avancée, hein, avec du deep learning. Moi, je fais des modèles de deep learning où on peut détecter des signaux faibles sans passer, vous voyez, par du qualitatif, des questionnaires, juste en récupérant des données, en scrapant.
on peut avec des bons modèles de deep learning déjà avoir des signaux faibles. Après, avec les réseaux neuronaux, on peut même intégrer une mémorisation. Et, par exemple, on dit à l'IA, voilà, là, tu as eu détecté tel signal faible. Et du coup, il fait un historique des signaux faibles, puis il nous donne du coup les signaux faibles les plus prégnants. Et après, il peut faire une typologie de signaux faibles. Ça se fait, puis ça peut être assez complexe aussi. Mais c'est sûr que si on réduit l'IA au LLM, moi, je voulais peut-être préciser ça, mais que l'IA, c'est pas des LLM, hein. Les LLM, c'est de l'IA, enfin, sous forme un peu de conversationnelle. Donc, mais derrière, des modèles concrets mathématiques. Et c'est ces modèles-là, justement, qu'on peut appliquer à la prospective. C'est pas les agents conversationnels qu'on va utiliser. Tu en as parlé plusieurs fois sur le fait que, bah, les modèles, quels qu'ils soient, ils sont entraînés sur des données qui sont forcément du passé, d'une certaine mesure, et donc ça peut entraîner potentiellement certains biais où on va peut-être reproduire des biais historiques, économiques, géopolitiques, alors même que la prospective, l'objectif, c'est d'anticiper ce qui pourrait se produire. Comment on peut sortir de ça, ou comment on peut éviter, ou comment on pense ces modèles-là pour éviter justement de rester ancré dans le passé, et donc de reproduire ce qui s'est déjà passé, mais aussi d'ouvrir le champ sur des choses qui ne se sont pas passées et qui pourraient se passer demain? Mmh. Bah, c'est ça, en fait, on parlait des LLM, c'est un peu ça le problème fondamental, c'est que les LLM, en fait, c'est des machines un peu à prédire les patterns qui arrivent, mais basés sur une étude des régularités statistiques, mais du passé. C'est-à-dire les LLM vont récupérer des données du passé, des données sur des faits qui ont déjà eu lieu, et repérer des patterns, vous voyez, statistiques. Moi, ça, en fait, ça me fait penser à la phrase de Emily Bender qui dit: «Les LLM, ce sont des perroquets stochastiques». Donc en fait, ils répètent d'une façon stochastique, en fait, en fait, ils vont mesurer une réponse moyenne statistique à partir d'une question, dont ils vont analyser, en fait, l'ordre logique sémantique. C'est purement constructiviste, en fait. Donc, bah, pour moi, tout ça, ça implique, en fait, 3 biais. Il y a un biais déjà de surreprésentation. C'est un biais connu, c'est que les agents type LLM, ils vont reproduire, en fait, les patterns qui sont surreprésentés dans la masse de données qu'elle va intégrer. Donc, notamment, bah, tout ce qui est, enfin, les anglophones, ils appellent les perspectives WERB pour Western Educated, Industrialized, Rich et Democratic. Donc, c'est ce qui fait que les LLM, ils ont un point de vue souvent de pays développés, parce que bah, les données qu'on récupère, c'est des données qui viennent des réseaux des pays développés souvent. Puis même la langue, souvent, c'est la langue anglaise, française aussi, donc ça correspond aussi à un certain type de population plutôt éduquée, occidentale. Donc ça influe déjà sur la représentativité. Et bah, comme exemple, par exemple, vous avez l'outil l'outil d'IA de Elon Musk, Grok qui est connu justement pour prendre des données publiques et puis beaucoup de données de Twitter, et qui a un biais de surreprésentativité au niveau de ses réponses. Après, après oui, comme autre type de biais, bah, il y a aussi le biais de confirmation. C'est-à-dire, en fait, l'IA, elle va confirmer ce qu'une majorité va souvent considérer comme vrai, puisqu'en fait, elle raisonne en moyenne statistique. En fait, elle va juste reproduire, en fait, ce qu'une moyenne va considérer comme valide. Donc ça, c'est assez classique. Et puis, bah, par exemple, il y avait au niveau des modèles avant 2008, tous les modèles considéraient qu'il n'y aurait pas de crise financière. Alors qu'en 2008, il y a eu une crise financière vraiment d'ampleur et qu'il y a eu très peu de personnes qui l'ont anticipé. Donc ça, c'était assez significatif aussi. Après, il y a aussi les biais qu'on appelle normatifs implicites. C'est qu'en fait, les architectures IA, en fait, elles encodent des valeurs. Par exemple, bah, tout ce qui est efficience économique, les modèles d'optimisation. Donc ça, il y a un biais vu qu'on essaie de normaliser, on utilise l'IA pour normaliser des systèmes complexes. Bah ça introduit un biais aussi. La question, c'est comment empêcher les biais, c'est ça? Oui, Euh, oui, bah, c'est en tout Là, cas parce que l'objectif, c'est de prédire des choses, des oui. possibles, donc. Le premier biais déjà, c'est de jouer sur l'hétérogénéité des données, sur les entrées. Donc de diversifier en fait les corpus d'entraînement. Donc faire entraîner en fait les modèles sur des corpus hétérogènes.
Ça, c'est un travail, je pense, important pour le biais de surreprésentativité. Donc, intégrer surtout des sources, voilà, un peu qu'on dit contre-hégémoniques. Et puis après, bah, sur la partie, ça serait de casser, enfin, c'est de casser l'IA. Je crois qu'il y a quelque chose qui se fait, c'est de casser les IA avec des IA, avec des IA experts, mais qui sont un peu casseurs de modèles. C'est-à-dire, en fait, on confrontait des IA, mais qui seraient programmées de façon différente, de façon antinomique. Et du coup, ça permettrait, vous voyez, de casser la logique, en fait, où la première IA, elle s'entraîne sur des données toujours identiques, en fait. Du coup, l'autre IA, elle viendrait un peu casser cette dynamique, en fait, où parce qu'en fait, elle fonctionne un peu par palier, enfin, par pattern, vous voyez, successif. C'est-à-dire, elle dit, j'ai ce pattern qui m'amène celui-là, qui m'amène celui-là. Donc, du coup, en fait, lui opposer une IA qui lui casse cet enchaînement de patterns, ça permettrait justement de lui intégrer une autre. Parce que, par exemple, je sais pas si vous connaissez les travaux de Klein. Les travaux de Klein, par exemple, il a une méthodologie qui s'appelle la méthodologie des pré-mortem inversés. C'est pour tout ce qui concerne les outils de prise de décision et qui permettent en fait enfin, qui permet d'anticiper les éventuels problèmes potentiels avant même que le projet commence. Donc, par exemple, quand vous avez un projet qui va démarrer, ce processus en fait permet d'anticiper ce qui peut, ce qui peut arriver en fait comme problème, mais avant que le projet démarre. Donc, donc après, il y a tout ce qui est aussi, bah, c'est un peu relié, mais tout ce qui est hybridation des méthodes non inductives. Donc, ça veut dire en fait, de pas faire travailler l'IA seul, mais de combiner ça avec un raisonnement humain. Ça se fait déjà un peu, hein. Je pense pour les tâches vraiment complexes, c'est pas qu'en prospective, mais pour les tâches vraiment complexes, on n'utilise pas l'IA seul, hein. Par exemple, quand vous voyez les grands écrivains ou je sais pas, des rédacteurs qui utilisent l'IA pour rédiger ou pour brainstormer, bah souvent, ils vont corriger ça de leur propre connaissance. Ils vont pas recopier tel quel. Même les élèves, on va dire les élèves de la fac, enfin les élèves un peu intelligents, ce que j'ai aussi enseigné, ils recopient pas tel quel l'IA. Vous voyez, ils vont brainstormer avec l'IA, puis après, ils vont intégrer leurs connaissances. Donc, je pense que c'est l'hybridation aussi qui va un peu jouer. Et après, bah, il y a tout ce qui est, euh, après ça, c'est peut-être une idée plus complexe, mais faire peut-être une carte des scénarios, enfin, faire une carte de biais pour les différents scénarios IA. C'est-à-dire, chaque scénario IA, on pourrait identifier une cartographie de biais. Et du coup, après, de voir quelle IA, enfin, savoir quelle IA, comment réagit chaque IA par rapport à des scénarios donnés. Ça peut être une façon de limiter un peu les biais suivant les sujets. De toute façon, dès qu'on utilise la modélisation, il y a des biais, ça c'est obligatoire. Puis en statistique, dès qu'on manipule des données, il y a toujours des biais, mais il y a des moyens quand même pour limiter un peu. Il y a des biais aussi, chez les humains, qui font Oui, oui. de la Non, non, oui, je suis prospective. d'accord. Après, oui, après, oui. Après, c'est un large débat, ça. Est-ce que les biais de l'IA, c'est le reflet des biais humains? Moi, je pense pas, c'est intrinsèque, enfin, c'est intrinsèque à la recherche de corrélations, parce que dans les corrélations, en fait, il y a des corrélations qu'on va considérer comme des causalités, mais en fait, c'est juste des corrélations. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a des erreurs au niveau de l'IA. Et je sais que quand toi, tu as pas mal réfléchi, utilisé les modèles d'IA ou les outils d'IA dans ton Oui. travail de prospectiviste. Si tu essaies de te projeter un petit peu à 5, 10 ans et de te dire comment toi t'imagines, c'est quoi un peu tes convictions sur ce que ces outils-là de mathématiques, mais d'IA aussi, pourraient et vont changer dans la façon de faire de la prospective et dans le métier de prospectiviste. Tu disais assisté par IA, il y a potentiellement des parties de la démarche qui peuvent être carrément automatisées. Enfin voilà, c'est quoi un peu ton regard là-dessus? Bah, en fait, je pense il y aura trois niveaux vraiment de changement. Enfin, parce qu'en fait, l'IA, en fait, enfin, comme on a dit, en fait, l'IA, ça permet vraiment une recherche de patterns, mais vraiment avancée, c'est-à-dire des indicateurs, tendances, qui sont difficiles à déceler. L'IA, du coup, est vraiment forte dans ça. Et du coup, bah, pour moi, il y aura un niveau vraiment analytique, en fait, où je pense, en fait, on pourra cartographier le champ des possibles de façon très rapide et très claire. C'est-à-dire, l'IA, en fait, vu que maintenant, tout est quasiment numérisé, je pense qu'il y aura un moment donné, en fait, on aura accès, enfin, on aura tout type de données pour objectiver, vous voyez, enfin, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde, on arrivera à objectiver à un moment donné toutes les dimensions un peu de la société. Et je pense qu'on arrivera à avoir des patterns très fins. Et je pense à ce moment-là, bah, on pourra cartographier des millions de possibilités de patterns. Donc, on pourra, par exemple, dire à l'IA, je sais pas, par exemple,
au niveau de l'innovation, analyse-moi les centaines de milliards de brevets qui ont été inventés depuis 2 siècles et de me trouver des patterns, sur, je sais pas, sur les prochaines innovations en automobile. Donc, moi, je pense à un moment donné, on aura tellement de données et l'IA aura tellement de capacités qu'elle pourra en fait identifier les patterns, mais à grande échelle. Donc ça, c'est aussi une tendance en fait actuelle puisqu'il y a enfin il y a des plateformes là qui sont en train de développer, qui utilisent l'IA. Par exemple, il y a la plateforme qui s'appelle, Future Platform, qui utilise en fait des modèles, d'IA pour une partie l'identification de signaux faibles. Donc c'est en train d'être développé. Je crois Palantir aussi, Palantir, il utilise aussi les LLM et puis les patterns de haut niveau pour, l'identification de signaux faibles. Parce que Palantir, c'est utilisé pour, toutes les questions de sécurité, c'est beaucoup utilisé par les administrations et Palantir, bah, c'est de la reconnaissance de patterns. Donc je pense là, ça va de plus en plus être utilisé. Bah, tous les gros acteurs là, ils se lancent dans ça donc moi je pense, là l'identification de patterns et de tendances, ça va devenir quelque chose de ça va devenir quelque chose de normal en fait pour les entreprises et donc moi pour moi cet aspect-là, il est assez clair. Après il y a aussi je pense qu'il y aura le niveau narratif en plus du niveau analytique. C'est-à-dire, pour moi l'IA, il va produire des récits alternatifs de plus en plus plausibles parce qu'en fait ce qu'on voit là, enfin en fait, l'une des difficultés, en fait, en prospective, c'est de faire des récits, mais des récits qui sont assez plausibles. Mais en fait, vu que l'IA, elle a accès à des données, elle a accès à des masses de données, elle peut aussi faire des scénarios qui ont un caractère très réaliste. Donc, elle arrivera à détecter, en confrontant ça aux tendances probabilisables, elle pourra, en fait, formaliser des scénarios et même les formaliser comme un expert vraiment de haut niveau. Donc, le côté narratif, je pense, ça explosera vraiment avec tout ce qui est chatbot et puis ça va vraiment se développer, je pense, oui. Et après, bah, je pense qu'il y a tout ce qui est le niveau parce qu'il y a des plateformes qui sont en train de se développer où justement moi, c'était le travail que je fais depuis plusieurs mois, c'est le niveau qui combine à la fois l'intervention humaine et l'intervention de la machine. Où en fait, on aurait une co-création de scénarios où l'IA, elle interviendrait sur certains aspects et puis l'être humain sur d'autres. Donc par exemple, l'être humain, il crée un scénario fictif, il dirait à l'IA: dis-moi ce que tu penses de ce scénario, optimise-le moi». Donc ça serait vraiment de la co-création. On arrive doucement vers, la fin de l'échange. Il me reste 2 questions. La 1re, de un peu de politique fiction, mais, imaginons que tu sois sollicité par le président de la République qui aurait envie d'orienter un grand plan stratégique sur l'IA à 10 ans. Comment tu t'y prendrais, toi, pour, essayer de construire une vision, des scénarios, pas de scénarios, mais en tout cas apporter des éléments de réponse, on va dire, sur les orientations qu'il faudrait prendre? Bah, en fait, comme orienter, moi je pense déjà, il faut partir vraiment des développements des dernières années. Moi je pense, en fait, c'était moi le travail que j'avais fait en 2014, j'avais déjà un peu fait ce travail, c'était de voir en fait le niveau d'évolution des innovations qui sont derrière l'IA. C'est-à-dire, en fait, de voir, enfin, à l'époque 2013-2014, c'était plus Siri. Siri, il y avait le logiciel Watson d'IBM. C'était des outils vraiment qui se développaient à l'époque. Et en fait, bah, c'est de voir leur niveau leur, euh, leur, le niveau de potentiel par rapport aux tâches classiques qu'on veut automatiser. Et après, c'est de voir bah, le palier, quelles conditions il manque pour atteindre tel palier. Donc, je pense au niveau stratégique. Après, tout dépend en fait si on veut se situer à un niveau expert ou juste à un niveau de prospective pure. Mais si on veut faire de la prospective pure, on inviterait plutôt les experts en IA à dialoguer avec des experts de l'administration et des experts en sciences humaines pour imaginer différents modèles de société qui intégreraient différents types d'IA. Donc le prospectivisme, son vrai rôle, ça serait ça en fait, ça serait de mettre en co-intelligence et en co-discussion vraiment des experts de différents champs impactés par l'IA, que ce soit technique, philosophique ou politique et institutionnel, et de les faire discuter sur les mondes possibles de demain. Et après, au niveau prospectif, ce serait de définir une méthode qui permettrait justement cet échange-là entre ces experts-là. Donc, est-ce que ça se ferait avec la littératie du futur de Riyad Miller où on raisonnerait sur des futurs positifs et puis après sur des futurs plus disruptifs? Est-ce que ça serait plus une méthode morphologique où on partirait des facteurs systémiques et puis après on analyserait des scénarios?
Donc, enfin, je pense en tant que prospectiviste, on proposerait différentes méthodologies, différentes après façons de, de faire, euh, de faire intégrer des expertises à l'étude. Et, et après, bah, différents attendus de résultats. Après, si on se situe plus à un niveau vraiment d'expert, c'est-à-dire si nous-mêmes, on se situe vraiment comme analyste de l'IA, moi, ce que je ferais, c'est qu'en fait, je regarderais vraiment, c'est quoi les paliers, mais c'est ce qui se fait déjà, en fait. Là, je crois, on définit quatre paliers dans l'IA. Enfin, il y a l'IA sans mémoire, il y a le deuxième palier, l'IA avec mémoire. Ensuite, il y a l'IA générative, où c'est une IA, en gros, qui réfléchit seule, mais sans avoir une conscience humaine. Et le dernier niveau qu'on regarde, c'est une IA, en fait, qui aurait une conscience humaine, c'est-à-dire elle serait totalement autonome, intelligente, mais elle aurait conscience de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, et c'est cette étape-là où les experts sont un peu en désaccord de ce que je vois, où il y en a qui disent que l'IA n'aura jamais une conscience d'elle-même parce que c'est juste une machine. Et en fait, il y a un courant qui dit non, l'IA va un jour développer une conscience puisque elle aura tellement accumulé de connaissances qu'elle va développer une intelligence. Et donc, bah, le but, ce serait de savoir à quelles conditions on atteindrait chaque palier, par quelle innovation on atteindrait chaque palier. Donc, je pense, au niveau stratégique, l'idée, ce serait de déterminer les conditions qui permettraient d'atteindre chaque palier et de définir au niveau technologique, justement. C'est vrai que c'est dur de répondre ça en quelques minutes, mais par exemple, en 2013, les LLM, ça n'existait pas. Mais les technologies qui sont derrière les LLM aujourd'hui, elles existaient. Les réseaux neuronaux, en fait, ça existait déjà. Moi, par exemple, en école d'ingénieur, on a développé un système d'IA, mais très basique. On faisait de la reconnaissance vocale, mais c'était très basique, en fait. C'était pour créer, en fait, une application d'apprentissage automatique du chinois, mais vraiment une introduction, c'est-à-dire, et l'outil, il arrivait à reconnaître les différents tons et après à donner des conseils. Donc en fait, c'est pour ça, l'IA, en fait, les méthodes qui sont derrière, on connaît déjà les outils derrière, mais on n'arrivait pas justement à les imbriquer de façon à avoir des réponses satisfaisantes. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Il y a 2 choses, enfin, tout est intéressant, mais Mmh. c'est dans ta réponse, c'était, sur comment faire de la prospective, c'est mettre ensemble des gens d'univers très différents. Tu vois? Tu parlais de Mmh. sociologues, de chercheurs en sciences humaines et le deuxième point Oui. sur, en fait, les technologies, typiquement sur l'IA générative, les transformers, en fait, globalement, c'est pas tant, même s'il y a eu des évolutions, techniques, Oui. c'est la capacité, j'ai l'impression, à mettre ensemble et à marier d'une façon intelligente ou un peu innovante, des technologies qui existaient plus ou moins déjà et donc de regarder les choses qui existent déjà et d'imaginer potentiellement comment elles pourraient s'imbriquer pour faire autre chose. C'est vrai que je trouve Oui. ça intéressant. Après, si je faisais vraiment de la prospective, vraiment quantitative, moi, ce que je ferais, c'est j'essaierais de prendre le maximum de données. Et bah, j'ai des modèles, un peu de détection de signaux faibles, donc j'essaierais de voir c'est quoi les signaux faibles qui ont permis l'émergence de l'IA et après de voir si ces signaux faibles peuvent se répéter pour atteindre un nouveau palier. C'est-à-dire, en fait, parce que les signaux faibles, en fait, quand on les visualise, c'est comme des points rouges dans une masse de points verts. Donc, en fait, est-ce que ces points rouges, ils ont une cohérence? Est-ce qu'ils ont une forme logique? Et est-ce que cette forme logique, elle peut nous donner la forme qu'on pourrait deviner pour atteindre les autres paliers? Donc moi, je ferais ça mathématiquement, en fait, avec les outils de la théorie de la complexité, j'étudierais ça géométriquement, en fait. Est-ce que les signaux faibles, vous voyez, ils ont une forme un peu qui permettrait d'anticiper un peu la forme qui pourrait arriver pour les prochains paliers. Et ça se trouve même, c'est une forme qui est impossible à détecter. Et du coup, là, on est dans l'incertain incertain. Puis là, bah, enfin, c'est impossible du coup à improviser. Une dernière question pour, Oui. clôturer notre échange, mais j'ai l'impression en Europe, alors peut-être un peu moins, mais qu'on a eu pas mal de problèmes à se projeter ou à penser le temps long et on était beaucoup dans le présent, tu vois? Si on compare à des environnements comme la Chine, par exemple, où il y a une vraie vision qu'on peut critiquer, mais en tout cas, elle existe, une vision à long terme. Tu vois, si tu avais un conseil sur un exercice ou des choses des questions à se poser pour justement réapprendre ce réflexe de se projeter, de penser le futur, de penser le temps long, dans la boîte à outils du prospectiviste que Oui. tu es et du mathématicien, tu vois, des choses assez simples à s'approprier, ce serait quoi? Bah, en fait, c'est un constat qui est réel parce il y a vraiment un court-termisme qui s'est installé au niveau des politiques, enfin, non seulement nationales, mais aussi européennes, oui. Et bah, c'est dû aussi à l'évolution.
l'évolution externe, voilà, des États où il y a eu une financiarisation et du coup, la temporalité financière, elle a vraiment emporté sur la temporalité politique. Donc pour moi, c'est une question vaste et ça remet en question même, je pense ça remet en question même la structure institutionnelle. Parce que moi, je pense pour que la prospective puisse vraiment se diffuser dans la société, faut déjà qu'elle soit acquise, je pense, au niveau du haut de la société. Parce qu'en fait, tant que les dirigeants, en fait, n'auront pas de vision du futur de la société, les les personnes, les individus de la société eux-mêmes ne pourront pas intégrer, vous voyez, une vision concrète de l'avenir. Ce qui fait que, actuellement, là, pour moi, enfin, si je dois donner un conseil déjà, c'est si on veut penser à l'avenir, déjà de récupérer un peu son attention, parce que là, l'attention, elle part dans tous les sens. Je pense qu'il y a vraiment une dictature, là, de l'information au niveau des réseaux sociaux et des médias et moi, je pense déjà, faut couper, moi, je suis pour, vraiment, une vraiment un éloignement des réseaux sociaux. Moi, je sais, par exemple, pour pouvoir réussir un peu à travailler, puis à analyser un peu les tendances et même à imaginer des scénarios, j'ai vraiment besoin parce que les réseaux sociaux, en fait, nous ramènent vraiment au présent, à l'actualité, même si à l'actualité hyper versatile, c'est-à-dire on passe d'une actualité à une autre en quelques secondes. C'est-à-dire si vous voyez les gens scroller, ils passent d'une actualité à une autre, mais de façon hyper, hystérisante parce que c'est presque là, on est dans l'ordre pour moi pour moi, là, le rapport qu'on a aux réseaux sociaux et au téléphone, c'est un rapport presque addictif, maladif, hein. C'est-à-dire que maintenant, les gens s'ennuient, ils sortent le téléphone et puis ils scrollent. C'est-à-dire, il y a même plus une volonté de s'informer. C'est une volonté purement addictive et en fait, ça, pour moi, c'est le principal obstacle chez les individus, là, de la capacité à imaginer le futur, à le penser. Donc pour moi, en fait, faut vraiment marquer une coupure avec l'information ultra prégnante et reprendre un peu le contrôle de son attention voilà, pour ressentir son émotion et puis comprendre vraiment, ce qui importe pour nous en tant qu'individu. Après non, au niveau plus structurel, institutionnel, moi je pense que ça fait peut-être 15-20 ans qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui portent de vision. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.